Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous, touche pas à mon compteur avec Maud Pigan. Bonjour Maud. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui on va refaire un lien avec l'émission de la semaine dernière, notamment tu as cité un article en lien avec une partie de l'Hôtel Dieu de Paris cédé à un promoteur contre 180 millions d'euros. Oui, 144 millions, exactement. 144 millions. Pour notamment des projets commerciaux. Donc ça nous fait un écho à l'émission de la semaine dernière qu'on incite les auditeurs à écouter sur ce projet commercial de refonte entière de l'île de la Cité. Voilà, incluant le parvis de Notre-Dame avec un centre commercial prévu dessous, etc. etc. Ensuite, tu vas parler justice, notamment la commune de Beauvais, de pose de Linky sur des panneaux en bois surtout. Oui, Beauvais qui donc repart en appel de la décision prise par le tribunal de Rennes concernant notamment le risque incendie et la pose des Linky sur des tableaux bois. On va parler des normes, tout ça. Tout à fait. Et ensuite, tu vas parler d'un retour sur l'audience du TGI de Foix, des 5000 plaignants. Oui. Donc ça s'est passé quand ? C'était mardi dernier, mardi 21 mai, voilà. Et donc je vais vous faire un petit compte rendu en direct puisque j'étais à l'intérieur, donc j'ai pu voir un petit peu et surtout entendre tout ce qui se disait. Et bon, j'ai une bonne mémoire, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais retenu. Bon. En tout cas, voilà. Alors, du coup, l'article. Alors cet article s'intitule « Une partie de l'Hôtel Dieu de Paris cédée pour 80 ans à un promoteur contre 144 millions d'euros ». Voilà, c'est un article du 18 mai dernier, donc qui est de batinfo.com. Alors on nous dit « L'Hôtel Dieu, plus vieil hôpital de Paris, sera partiellement cédé à un promoteur immobilier, Novaxia, pour 144 millions d'euros via un bail de 80 ans prévoyant l'implantation d'un incubateur ». Alors on nous dit un peu plus loin que c'est un incubateur de 50 entreprises dans le domaine des biotechnologies et de l'intelligence artificielle, et puis de logements étudiants ou encore de commerce donnant sur le parvis de Notre-Dame. Ce qui ferait peut-être un écho justement à ce fameux projet de centre commercial prévu sous le parvis de Notre-Dame avec une plaque de verre mise sur le parvis dont on a parlé en détail la semaine dernière. Donc je vous j'invite nos auditeurs à écouter cette émission très dense sur notamment l'incendie dans les Calanques de Marseille, l'incendie d'Alinky, et puis également donc de ce projet commercial rendu possible par l'incendie de Notre-Dame et un projet qui était donc dans les cartons depuis plusieurs années. Et à tout hasard, tu n'as pas plus d'infos d'une semaine? Pas depuis la semaine dernière, mais déjà, je pense que si les personnes se réfèrent à l'émission de la semaine dernière, voilà. Alors vous avez mis une partie des liens sur le site de la radio et l'intégralité des liens est à retrouver sur stop-linky.fr. Là, vous avez effectivement une quinzaine de liens que vous ne pouvez pas tous mettre, évidemment. Voilà, donc cet article dont je vous parle est en rapport avec effectivement ce projet commercial de modification complète de l'île de la Cité avec cette vocation commerciale d'ailleurs bien confirmée par le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, qui nous cite dans cet article vraiment un truc assez parlant. Ça nous dit « Il serait absurde de priver de shopping les millions de touristes attirés par Notre-Dame ». Voilà. Donc effectivement, on est clair que ce projet commercial de l'Hôtel Dieu est clairement en rapport avec une récupération de sous. On espère qu'ils vont les investir correctement, mais c'est surtout l'écho que ça fait à tout ce projet intégral de refonte de l'île de la Cité qui était dans les tuyaux depuis 3 ans et qui avait fait l'objet d'une lettre de mission par François Hollande à l'époque au cabinet d'architectes dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, donc ça c'est un point important. Un autre point, c'est donc l'aspect des audiences juridiques. Donc on a Beauvais, la commune de Beauvais, donc près de Rennes. On a déjà parlé. Voilà, on en a parlé abondamment. Le maire de Beauvais, donc José Mercier, qui courageusement remet son ouvrage sur le métier à chaque fois que les tribunaux annulent ou suspendent ces délibérations ou arrêtés. Alors là, effectivement, on est dans une décision
décision qui paraît franchement vraiment très 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 contestable. C'est pourquoi donc le maire de Beauvais a décidé d'aller en appel. Rappelons un petit peu le contexte. Nous avons donc une situation où actuellement, quand Enedis reçoit une demande de la part d'un particulier qui veut changer son compteur, par exemple pour passer de monophasé à triphasé, Enedis, dans sa documentation et dans les faits, demande à l'usager de payer pour l'opération, entre guillemets, qui inclut obligatoirement le changement du support bois donc de l'usager par une platine ininflammable. Ceci est en écho à une norme, la norme NFC 1400, qui est donc à respecter par Enedis et qui a notamment donc dans un de ses articles un élément qui souligne le fait qu'on n'a pas le droit de poser maintenant des compteurs hors coffret, donc essentiellement dans les logements, à l'intérieur des logements. On n'a pas le droit de le faire en dehors d'un support qui doit avoir un fond. Un fond qui isole les câbles du reste, si tu veux, voilà, des murs. Sinon, il faut que la paroi qui touche les câbles derrière soit M0, c'est-à-dire vraiment auto-extinguible, quoi. Donc, on est dans le maximum de ce qui, généralement, n'est pas le cas. Donc, un panneau de bois ne peut pas être permis par la norme NFC 1400. Or, il se trouve que Enedis a changé allègrement des millions et des millions de Linky à l'intérieur de compteurs qu'il a remplacés par des Linky posés sur des tableaux bois. Voilà. Sans changer ses platines, exactement. Donc c'est ce que dénonce, au vu le nombre important d'incendies et d'incendies de Linky en particulier, donc c'est ce que dénonce le maire de Beauvais. Il vient de se voir débouté par, disons, une juridiction donc du côté de Rennes qui disons, botte un peu en touche par rapport à cela et qui notamment ne précise pas un point quand même qui est vraiment majeur et qui nous paraît quand même assez incroyable, c'est que pendant l'audience, l'avocat d'Enedis a utilisé une version obsolète de la norme, en fait, une version antérieure à la norme qui est actuellement en vigueur. La norme actuelle, elle a été revue en 2016. On a des amendements à 1, A2 et A3 qui ont été revus, qui ont été rajoutés. Et Enedis a présenté une norme datant d'avant 2011. Voilà, donc c'est très très majeur parce que si vous voulez, avant 2011, la modification du panneau donc de support en question n'était nécessaire que quand il y avait une refonte complète. Ou une modification importante de l'installation, mais sans aucune précision. Donc ça pouvait laisser un certain flou, et c'était cela que Enedis a mis en avant dans ses écritures et dans sa plaidoirie. Ceci avait été repéré par donc l'équipe de la défense ici, donc du maire de Beauvais, et du coup, bien ils avaient été prévenus et ils ont montré au juge que Enedis, qui ne pouvait pas ignorer la nouvelle version de la norme qui date de 2016 et qui conditionne ses activités au quotidien, avait sciemment donc choisi de présenter une version antérieure de cette norme. Alors, je rappelle le paragraphe 1.1 qui a été modifié donc justement par un des amendements de 2016 que je viens de citer, qui dit que les règles du présent document, donc cette fameuse norme NFC 1400 nouvelle version, sont applicables aux parties modifiées d'une installation de branchement existante réalisée initialement dans le cadre du présent document. C'est-à-dire justement que donc disons les modifications sur des installations existantes impliquent nécessairement l'application de cette norme qui indique notamment qu'on ne peut pas poser sur un élément qui n'a pas de fond. On ne peut pas poser le compteur sur un élément qui n'a pas de fond. D'accord ? Donc, c'est le paragraphe 9 de la norme, intitulé « Appareils de contrôle et de commande ». Donc, on nous dit « Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à puissance limitée de type 1 ou en coffret pour les branchements à puissance limitée de type 2. Les panneaux sont d'un modèle agréé par le gestionnaire de réseau de distribution, et les panneaux bois ne le sont pas. Lorsqu'ils sont installés en dehors d'un coffret, ils doivent comporter un fond. L'application de cette règle ne permet plus l'installation de panneaux bois en dehors d'un coffret. » Donc, il est très clair que ici, Enedis pratique 2 poids 2 mesures. Quand ils peuvent faire financer directement à l'usager, un usager ponctuel qui demanderait le changement du compteur, par exemple de mono à triphasé, ils font obligatoirement payer et changer le panneau pour avoir un support auto-extinguible, c'est même plus fort qu'inflammable, un support qui a un fond agréé, alors que là, dans le cas du Linky, ils ne le font pas. Et donc, d'une part, à ce jugement de Rennes, on n'a pas tenu compte de la norme.
on laisse Enedis dire « Oh, mais rien ne prouve que ce soit le Linky qui génère les incendies ». Ce n'est pas le problème. Il y a une norme, il faut l'appliquer. D'accord, c'est pas prouver que l'incendie de chez Madame Trucmuche provient du Linky, c'est il y a telle norme, Enedis est censé la respecter. Exactement, normes, ça n'a rien à voir. Il faut respecter les normes, ils sont censés le faire. Et ils ne le font pas. Et le juge a en plus pas mentionné du tout cet élément quand même qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on a quand même essayé de tromper la justice ici en mettant en avant une version antérieure de la norme qui n'était plus en action, qui était obsolète. Ils ont triché alors. Ils ont triché, carrément. Voilà. Et la juge, ça a été donc. Alors, une fois, un avocat m'a dit « Rien n'empêche de mentir devant une juridiction. C'est simplement à la partie adverse de prouver que l'on ment. » Là, cela a été prouvé. Donc, il serait bon quand même que la justice en tienne compte. C'est incroyable, mais il faut que les gens, en tout cas, le sachent. Voilà. D'où cet appel de la commune de Beauvelle. Voilà. Alors, autre du coup jugement, celui qui découlera le 25 juin prochain de l'audience du TGI 2 fois. Donc cette fois, on n'est pas dans une audience qui oppose un maire à Enedis, mais des particuliers à Enedis. C'est différent là. Oui. Voilà. Alors, on est toujours quand même dans l'idée de ne pas accepter la pose de ce compteur, sachant que donc pour Beauvelle, c'était une question de respect des normes. Pour nous, ici, les 77 plaignants ariégeois et de la région, parce que c'était un petit peu plus large que l'Ariège seulement, qui étaient venus donc au tribunal d'instance donc de TGI 2 fois donc le 21 mai dernier, mardi dernier. Il s'agissait donc d'obtenir soit la possibilité officielle, une reconnaissance juridique officielle du refus possible ou de la désinstallation possible donc de compteurs Linky déjà installés. 2 avocats représentaient l'action des 5000 plaignants, là, donc en association avec MySmartCab. C'était Maître Leguevac et Maître Nabé. Donc, Maître Leguevac a surtout plaidé sur la notion d'absence d'obligation et la notion de vie privée, respect de la vie privée. Et Maître Nabé a surtout pointé du doigt l'aspect santé, ce qu'à mon sens, il aurait pu développer plus, mais bon, voilà, peut-être que leur temps était limité. En tout cas, au niveau du contenu, si vous voulez, de ce qui a été mis en avant, essentiellement, donc, l'absence d'obligation, vous avez des textes, la directive européenne qui est fréquemment utilisée pour dire que c'est obligatoire au niveau de l'implantation des compteurs communicants. Rappelons que cette directive européenne préconise un changement de 80% des compteurs d'ici à 2020 et donc on est dans à 20% de tolérance qui, de toute façon, serait parfaitement, disons, suffisant pour accorder à tous les refusants qui, probablement, n'atteignent pas 20% de la population actuellement, le droit de ne pas avoir ce compteur. Donc, c'est ce qu'a souligné Maître Leguevac. Également, un élément qu'il n'a pas mis en avant mais qui pourrait l'être, c'est qu'effectivement la Commission européenne, par la voie de sa direction de l'énergie, a écrit notamment à un directeur d'une association, enfin un président d'une association, concernant donc une lettre que l'on tient à disposition, où on peut mettre un lien si vous voulez sur la radio, qui souligne le fait que les pays ont toute latitude, malgré la directive européenne, pour décider ou non de l'obligation qui sera faite aux gens d'installer ces compteurs ou pas. Donc ça, c'est très important. C'est une liberté quand même. C'est une latitude complète, justement, voilà, de décider si ça sera pour tout le monde, si ça sera seulement pour certains consommateurs, comme par exemple en Allemagne, ils ont décidé que ça ne serait que pour les très gros consommateurs. Voilà, vous avez une liberté, si vous voulez, des États, donc on ne peut pas s'appuyer uniquement sur cette norme pour dire que c'est obligatoire. Et puis, vous avez également bien l'aspect de la transition, la loi de transition énergétique, qui, en 2015, souligne le besoin de déployer des compteurs communicants. Le Linky n'est pas mentionné. Le CPL n'est pas mentionné non plus, le courant porteur en ligne, comme utilisation de cette technologie spécifiquement dans le cadre de cette loi. Donc, on pourrait très bien avoir des compteurs autres que ceux utilisant le CPL. Le CPL, l'acceptation du CPL par l'usager n'est donc pas une obligation. Alors, bon, ceci n'a pas été mentionné par les avocats, mais c'est quand même un point important à avoir en tête. Et puis, également, on voit un courrier, par exemple, de Ségolène Royal datant du 11 janvier 2017 qui souligne effectivement, 2016, pardon, qui souligne l'absence d'obligation
de la part des consommateurs d'accepter ces compteurs. Donc il est très clair que la loi, elle nous le dit, impose des sanctions aux gestionnaires de réseau, donc à Enedis s'ils ne déploient pas, mais par contre elle n'en implique pas pour le consommateur qui refuserait. Donc ça c'est très important. Ces éléments-là sont également soulignés par donc un risque pour la santé, avec le courant porteur en ligne qui serait donc permanent et pas ponctuel. Alors évidemment ça c'est un petit peu une manière de désamorcer. Il ne peut pas être ponctuel dans tous les cas. Là, il ne l'est pas du tout parce qu'effectivement, le but, c'est un suivi permanent. Et puis, par ailleurs, effectivement, il y a en permanence des échanges un peu ping-pong entre le concentrateur de quartier qui est installé dans le transformateur de quartier et tous les Linky de la grappe. D'accord ? Donc, en ville, ça peut représenter 50 à 100 Linky. Donc, il y a une interrogation permanente, une communication permanente de questions-réponses, si vous voulez, par CPL dans tous les câbles du réseau, donc de cette grappe, si vous voulez, pour chaque transformateur. Donc ça, c'est très important parce qu'on n'a pas du tout une fois par jour seulement, de façon très ponctuelle, comme Enedis l'a dit. Alors, c'était une manière pour la défense, ici l'attaque du coup, pour les personnes que nous sommes à demander ce droit au refus, entre guillemets, ou en tout cas vouloir que la justice le souligne, puisqu'on estime l'avoir déjà, d'avoir effectivement une comparaison qui nous prend un peu pour des imbéciles, parce qu'effectivement, c'est ce que Maître Picmal a fait, donc l'avocat d'Enedis ensuite. Il a quand même cité cet argument qui, évidemment, est complètement nul et non avenu, c'est-à-dire que le CPL serait utilisé pour le signal heure pleine, heure creuse, le signal heure pleine, heure creuse depuis 60 ans et que donc personne ne s'en est plaint. Rappelons que là, on est dans du 175 Hz. Et pas du 30 000 à 90 000 Hz pour le G3 actuel du CPL Linky, et qu'on est bien sûr dans quelque chose d'extrêmement ponctuel, 2 ou 4 fois par jour. Une grosse évolution déjà au niveau des fréquences. Oui, mais c'est complètement différent au niveau des fréquences, et donc c'est 2 ou 4 impulsions par jour également, c'est pas du tout quelque chose de permanent. On est dans quelque chose qui là, au contraire, est un problème important, parce que, par exemple, rappelons que le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, a souligné que, par exemple, quand ils ont mesuré début 2016, début 2017, on était à 14 000 trams par jour, et ça n'était que le G1. D'accord ? Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où on compare des carottes et des navets, quoi. C'est vraiment prendre les gens pour des gens débiles, et je suis étonnée qu'on s'en soit encore à ces mêmes sempiternelles contre-vérités. Et c'est d'autant plus drôle, si on peut dire, que Maître Picmal a commencé sa plaidoirie en disant l'heure est aux fake news, alors qu'on peut dire quand même qu'il nous en a donné pas mal ce jour-là. Voilà, donc ce CPL-là, ça s'en était en tout cas. On parle de normes non protectrices, c'est ce qui a été souligné par notamment Maître Nabé. Donc, il a fait un parallèle avec les normes de l'amiante qui ont longtemps été considérées comme étant normalement protectrices alors qu'elles ne l'étaient pas. Donc on voit qu'on est dans des conventions qui peuvent évoluer avec le temps au fur et à mesure qu'on découvre après coup les problèmes que cela peut poser chez les gens. Ouais, ça peut durer longtemps aussi. Voilà, exactement. Alors il est très, très intéressant effectivement de voir que Maître Picmal, par exemple, en ce qui concerne les données, a également cité l'obligation qui aurait été prônée par la CNIL. Alors rappelons qu'il y a des tas de gens qui ont contacté la CNIL après avoir reçu des lettres à en-tête de la CNIL envoyées par Enedis qui ferait dire à la CNIL que le CPL et le Linky en particulier était obligatoire, l'implantation du Linky était obligatoire, et que la CNIL a demandé à Enedis de cesser d'envoyer ces lettres en son nom car elle n'avait pas affirmé cet élément-là. Et pourtant, Maître Picmal l'a cité dans sa plaidoirie. Voilà, donc c'est assez étonnant. Rappelons que le recueil des données n'est pas qu'une simple formalité. Ici, Enedis, d'après Maître Leguevac, se vante d'être un futur courtier en data. Moi, je soulignerai également un article du Journal du Net du 11 juillet 2017 où M. Philippe Montloubou, le directeur d'Enedis, souligne, et je cite, « Enedis est un opérateur de big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs ». Donc, soyons clairs, les allégations de Maître Picmal disant qu'on est uniquement dans une notion de service public, que l'on n'est évidemment pas dans un objectif de recueil de données, elles sont complètement nulles et non avenues, ou alors complètement schizophrènes par rapport à ce que indique monsieur Philippe Montloubou, le directeur d'Enedis lui-même. Voilà. Donc, rappelons qu'on est dans une situation où finalement,
on est en train, notamment au niveau santé, de demander aux électrosensibles, c'est ce que Maître Picmal a demandé également, de demander aux électrosensibles qui ne souhaiteraient pas avoir cette pollution supplémentaire imposée dans leur logement, de prouver qu'ils n'ont pas de, comment on appelle ça, d'autres appareils émettant des champs électromagnétiques dans leur logement. Donc il demandait, pour qu'ils puissent avoir le droit de ne pas avoir de Linky, demander aux électrosensibles qu'un autre appareil qui puisse générer un quelconque champ électromagnétique. Alors vous imaginez, ça veut dire vivre sans courant, ça, d'accord ? Donc en gros, pour avoir le droit d'avoir un appareil, un compteur qui ne serait pas un Linky, il faudrait quasiment qu'il vive déjà sans courant. C'est quand même incroyable. Et sa demande a été acceptée Mais pas du tout, pas du tout. C'est un effet de manche. D'ailleurs, ça a déclenché, comme dit, je crois, La Dépêche ou France 3, une bronca dans la salle, parce que vous avez des gens que je connais qui ont été rendus électrosensibles par la pose du Linky. En Ariège, par exemple, à Rieux de Pelleport, Yves et Eliane Stéphane. Donc dire qu'on va pouvoir imposer à tous une pollution supplémentaire, sinon il faut que les gens prouvent qu'en gros ils vivent sans électricité déjà, ce qui est donc évidemment le serpent qui se mord la queue, c'est assez stupide. Et dernière chose qui reste, ce qui m'a vraiment choqué, moi, c'est les menaces voilées quand même, parce que soyons clairs, les avertissements, dirons-nous au moins. Maître Picmal a parlé du juge de Toulouse, vous savez, qui a donné raison aux électrosensibles, qui se serait rendu ridicule par sa décision, donc c'est une menace quelque part un peu voilée vis-à-vis du très juge rapidement, actuel. Parce que... Voilà, oui. Et d'autre part, il a dit que ce serait forcément annulé en cour d'appel, alors ne préjugeons pas de ce que la justice va faire, et puis que ce n'était pas un juge en référé d'aller à l'encontre des agences officielles. Alors rappelons que l'ANSES a une direction qui est nommée par le gouvernement, donc par l'État, c'est quand même assez étonnant, donc il y a des juges et parties dans toutes ces agences officielles aussi. Et puis j'ai entendu parler du fait qu'on n'était pas en capacité intellectuelle dans ce genre de jugement en référé pour juger de ce qui allait vraiment être dangereux ou pas. Je pense que les capacités intellectuelles des juges sont suffisantes pour qu'ils se fassent une bonne idée du dossier et que c'est peut-être pas à Maître Picmal de le prouver. En tout cas, moi personnellement, ça m'a fait rire cet élément-là. J'espère que tout le monde l'aura remarqué. Merci beaucoup, Maud. À la semaine prochaine.